Question 1. La situation la plus préoccupante est la situation 1, réponse A, 2, réponse B. Alors, on va comparer là les deux diapos. Donc on peut voir que dans le rétroviseur, il se passe la même chose. Il y a un véhicule qui est au milieu des deux voies, donc qui s'écarte un petit peu. Il est certainement en train de changer de voie. D'accord. Ensuite, devant, nous avons personne dans la voie là, mais nous avons des véhicules en stationnement. Et ils ont tous les deux un clignotant à gauche. Donc dans la première diapo, c'est la première voiture qui a le clignotant à gauche. Dans la deuxième photo, c'est la voiture noire, celle qui est derrière, qui a le clignotant à gauche. Voilà. Alors, quelle est la situation la plus préoccupante? Alors, nous allons voir ça tout de suite. Ici, nous voyons qu'il y a un clignotant à gauche, mais qu'elle a aussi ses feux stop. D'accord? Donc, on peut supposer qu'elle nous a vus dans le rétroviseur et qu'elle n'a pas l'intention de s'engager tout de suite. En plus de ça, elle est assez proche de la voiture grise, donc il faudra certainement qu'elle recule un petit peu avant de pouvoir entamer son insertion sur la route. D'accord? Par contre, ici, il y a le clignotant à gauche, il y a de l'espace pour dégager rapidement puisqu'il n'y a pas de véhicule vers l'avant. Donc elle peut très bien démarrer immédiatement. Donc c'est celle-ci qui est la situation la plus préoccupante, d'accord? Parce qu'elle peut évoluer très très vite. Donc là, c'était réponse A. Question 2. En appuyant sur ce bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée. Sur le pare-brise avant, oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la lunette arrière, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce bouton-là nous indique le dégivrage avant. Vous voyez, la forme, c'est évasé. Donc ça, c'est pour celui-ci. Ok? C'est pour l'avant. Si ça avait été le dégivrage arrière, la forme, elle est rectangulaire. Donc vous avez la même chose avec les petits symboles de flèche là. Ok? Mais à l'arrière. Donc là, évasé, comme ça, c'est l'avant. Donc en appuyant sur ce bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant. Oui, réponse A. Sur la lunette arrière, non, réponse D. Question 3. Chaque année, les accidents mortels dus à des conducteurs en état d'ébriété font environ 500 victimes, réponse A, 1000 victimes, réponse B, 1500 victimes, réponse C, 2000 victimes, réponse D. Alors ça, c'est à apprendre par cœur. Il faut savoir que l'alcool, d'accord, c'est à peu près, tous les ans, d'accord, c'est à peu près 30% des accidents. Ça, je vous conseille de le noter si vous ne le savez pas trop. 30% des accidents. Et donc, ça fait à peu près tous les ans 1000 victimes, 1000 décès. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question numéro 4, avec une vidéo. Dans cette situation, je laisse un intervalle de 1,50 m minimum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis et serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc la règle pour passer un piéton ou un cycliste, enfin n'importe quel usager, il faut un espace latéral minimum. Donc quand on est en agglomération comme ici, d'accord, l'espace qu'il faut laisser ici est au minimum de 1 mètre. D'accord? C'est mini, hein? Donc dans cette situation, est-ce que je laisse un intervalle de 1,50 m minimum? On vous précise bien minimum. Donc là, c'est pas le minimum c'est 1 mètre. Donc là, c'était réponse B. D'accord? Est-ce que je ralentis et je serre à droite? Oui, bien évidemment, parce que si le piéton s'écarte un petit peu, parce qu'il y a un trou, ou qu'il y a une portière qui s'ouvre, ou parce qu'il est distrait, ou s'il décide de traverser, il nous faut suffisamment d'espace pour pouvoir l'éviter, et puis arriver aussi lentement pour avoir le temps de s'arrêter. D'accord? Donc là, dans tous les cas, je ralentis et je serre à droite dans cette situation. Donc ici, c'était réponse B et C. Question 5. Dans cette situation, il est préférable d'accélérer? Oui, réponse A. Non, réponse B. De freiner? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, nous allons observer toute la diapo. Nous allons commencer d'abord par la droite. On voit qu'il y a un véhicule à droite en stationnement. On a l'impression qu'il n'y a personne dedans. Pas de lumière à l'arrière, de feu stop ou de clignotant allumé, ni de feu de recul. À l'arrière, personne dans notre voie et une personne qui a une autre voiture, la blanche, qui est en train de circuler sur la voie de gauche et qui va peut-être nous dépasser. Et sur la gauche, là, qu'est-ce qu'on observe? Une voiture qui est sur la voie de gauche. Donc on peut supposer qu'elle voulait tourner à gauche ou aller tout droit, mais on constate qu'elle a un clignotant à droite. Ce qui veut dire qu'elle était peut-être en train de nous dépasser et qu'elle a l'intention de se rabattre sur la droite pour tourner à droite, certainement au niveau du feu. Donc elle risque de se rabattre brutalement devant nous parce que la distance est faible. Donc là, si j'accélère, je vais me retrouver un peu plus à sa hauteur, parce que là, elle est légèrement devant moi. Si j'accélère, je vais me retrouver vraiment à sa hauteur et dans son angle mort encore plus. Donc le risque est plus important qu'il y ait un accident. Si je freine, surtout qu'il n'y a personne derrière, ça ne pose pas de danger vers l'arrière et je la laisse dans ce cas-là aller un peu plus sur le devant pour qu'elle puisse se rabattre et donc là j'évite tout risque d'accident. Donc dans cette situation, il est préférable d'accélérer non, réponse B, de freiner oui, réponse C. Question 6. Alors avant d'entamer la question 6, si tu aimes bien mes explications et que c'est une récompense pour le temps que je passe pour toi, je t'invite à me liker mes vidéos et à t'abonner parce qu'il y en aura d'autres. En cas d'incident, l'information peut être communiquée par des panneaux à messages variables, oui, réponse A, non, réponse B. Par la radio, oui, réponse C, non, réponse D. Alors il faut savoir que dans les longs tunnels, vous avez toujours des caméras d'observation pour voir s'il y a les accidents, pour gérer tout ça, avec des postes d'issue de secours ou d'appel d'urgence. Mais vous avez aussi des fois des panneaux à messages variables, vous savez, des grands panneaux qui sont mis en hauteur ici, là, à ce niveau-là, avec des indications pour vous dire stop accident, donc veuillez prendre l'issue de secours, enfin voilà. Donc vous avez des indications souvent à l'intérieur des tunnels. Mais vous avez aussi, et c'est signalé à l'entrée, ils vous mettent sur quelle onde vous devez vous mettre sur la station de radio pour trouver la radio qui émettra à l'intérieur du tunnel. Alors, ça n'émettra pas votre station de radio préférée, hein, ça sera uniquement une radio qui est destinée à l'information qu'il y aura dans le tunnel pour vous prévenir en cas d'accident.
D'accord? Donc là, en cas d'incident, l'information peut être communiquée par des panneaux à messages variables, oui, et par la radio, oui aussi. Donc c'était réponse A et C. Question 7. Après ce panneau, le stationnement est autorisé. Oui, réponse A, non, réponse B. L'arrêt est autorisé. Oui, réponse C, non, réponse D. Avec ce panneau, il y a un panonceau ici, là, hein, qu'on voit bien là. Donc ce panonceau, ça nous dit que ce panneau-là ne concerne que les transports de marchandises. Donc il ne nous concerne pas. C'était une interdiction de stationner, mais elle ne nous concerne pas. Ici, on voit des marquages au sol. D'accord? Donc ça nous autorise à nous arrêter et à stationner. Donc là, après ce panneau, le stationnement est autorisé, oui, réponse A. L'arrêt est autorisé, oui, réponse C. Question 8. Je me rapproche de ce véhicule pour l'inciter à rouler plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte pour voir si le dépassement est envisageable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Se rapprocher là d'un véhicule, c'est pas la bonne solution pour qu'il aille plus vite, hein, d'accord? Parce que lui, il voit peut-être des informations vers l'avant que moi je ne vois pas. Donc s'il roule lentement, c'est peut-être parce qu'il y a un danger vers l'avant, mais c'est peut-être aussi à cause des conditions climatiques, d'accord? La route là, elle semble vraiment très glissante. Donc je prendrais moi des risques inutiles à vouloir le dépasser. Surtout qu'en plus de ça, il y a un petit peu de brouillard, donc je n'ai peut-être pas une visibilité maximum vers l'avant, d'accord? Donc dans ce cas-là, je ne me rapproche pas du véhicule pour l'inciter à rouler plus vite, d'accord? Donc là c'était réponse B, et je reste bien sage derrière le véhicule, d'accord? En tenant des bonnes distances de sécurité, surtout que là il va falloir les augmenter, les distances de sécurité, à cause de ce qui se passe au sol. Donc je m'écarte pour voir si le dépassement est envisageable, D. Donc c'était réponse B et D. Question 9. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction, en cas de franchissement de la ligne continue, réponse A, d'alcoolémie positive, réponse B, de délit de fuite, réponse C. Alors, le franchissement d'une ligne continue, c'est sanctionné de 3 points, d'accord, sur son permis de conduire. Donc, ce qui veut dire qu'il lui en reste la moitié. Il lui en reste plus que 3. Donc, il doit alors, dans ce cas-là, effectuer un stage de sensibilisation de 2 jours. D'accord? Ensuite, pour l'alcoolémie positive, donc, il faut savoir que dès 0,2 g par litre de sang ou 0,1 mg par litre d'air expiré, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il perd 6 points. D'accord? Donc là, tout est enlevé. Et ensuite, il y a le délit de fuite. Ça a de lourdes conséquences. Il risque un retrait de 6 points sur son permis de conduire. Et là, c'est invalidé aussi. Et en plus de ça, il y aura une amende de 75 000 € maximum, et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était réponse B et C. Question 10. Je circule à la bonne allure. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc, on peut voir que nous sommes sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central avec une limitation de 130 km/h. Donc, nous sommes sur l'autoroute. On a une confirmation avec ce panneau-là qui est bleu. On voit que les essuie-glaces sont en fonctionnement. On voit même dans le rétro qu'il pleut bien, on voit pas beaucoup derrière, et à l'avant aussi il pleut. Donc sur l'autoroute, quand je suis limité à 130 km/h par temps normal, dès que il y a de la pluie, la limitation est abaissée à 110 km/h, d'accord? Moi là actuellement je roule à 130 km/h, donc mon allure n'est pas bonne. Donc là je dois abaisser ma vitesse et réduire mon allure. Donc est-ce que je circule à la bonne allure? Non, réponse B. Question 11. Il est préférable de changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, la route n'est pas large, mais on peut deviner que la moitié de la route, c'est à peu près ici. Voilà, voilà. Donc, si je reste dans cette voie-là, la voie de droite, je vais rouler dans cette flaque d'eau, d'accord? Et elle semble profonde. Donc, pour ne pas perdre la maîtrise de mon véhicule, ni endommager la partie mécanique en dessous de mon véhicule, dans ce cas-là, il est préférable de m'écarter, à condition que je ne me fasse pas dépasser vers l'arrière et qu'il n'y ait personne qui arrive en face, parce que je ne suis pas prioritaire pour emprunter la voie d'en face, d'accord? Donc là, il n'y a personne en face, donc il est préférable de changer de voie. Oui, réponse A. Question 12. Dans les stations-service, les pistolets sont identifiables par un code couleur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il existe bien un code couleur qui correspond à chaque type de carburant. Donc ça, c'est pour éviter les erreurs lors du choix du carburant. Donc en gros, la couleur verte, c'est pour l'essence sans plomb. La couleur jaune, orange ou noire, des fois, c'est pour celui du gasoil. Donc là, c'était réponse A. Question 13. Une femme enceinte est dispensée du port de la ceinture de sécurité à bord du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une ceinture de sécurité correctement positionnée, ça ne perturbe en rien la femme enceinte ni le bébé, d'accord? Et ça les protège efficacement en cas d'accident. Donc c'est obligatoire pour la future maman, qu'elle soit conductrice ou passagère, c'est pareil, ou qu'elle soit à l'avant ou à l'arrière, c'est obligatoire. Donc une femme enceinte est dispensée, ça veut dire que elle n'est pas obligée de mettre sa ceinture, on n'est pas obligé. Donc une femme enceinte est dispensée du port de la ceinture de sécurité à bord du véhicule. Non, réponse B. Question 14. Je ne dépasse pas. Réponse A. Je chevauche la ligne blanche. Réponse B. Je franchis totalement la ligne blanche. Réponse C. La loi a évolué par rapport au dépassement des 2 roues. Maintenant, on est autorisé à chevaucher la bande blanche. Donc, il faut bien faire la distinction entre chevauchement et franchissement. Chevauchement, ça veut dire que là, vous avez votre voiture qui est à cheval
sur la bande blanche, d'accord? 2 roues d'un côté et 2 roues de l'autre côté. Ok? Le franchissement, là c'est carrément l'inverse, hein. C'est votre voiture qui est complètement de l'autre côté de votre bande blanche. Donc là c'est chevauchement et là c'est franchissement. Lorsqu'on dépasse un 2 roues, hors agglomération, on doit laisser un espace de 1,50 m hors agglomération. On ne peut pas faire autrement que de chevaucher la bande continue qui est ici, d'accord? Donc là, on a le droit de chevaucher uniquement, donc c'est réponse B. Question 15. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La victime est consciente. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en résumé, hein, en présence d'un accident, il faut tout d'abord protéger les lieux de l'accident, d'accord? Ensuite, ça c'est pour éviter un suraccident, hein, pour éviter un deuxième accident, d'aggraver la situation. Ensuite, il faut alerter les secours. Et enfin, si vous avez les capacités de le faire et une formation pour ça, vous pouvez secourir. Alors pour alerter les secours, d'accord, et ben d'abord il faut se prendre des informations précises pour communiquer tout ça. Donc, il faut informer sur l'état de la ou des victimes. Donc, il faut dire s'il y en a une ou plusieurs personnes. Si on peut donner l'âge aussi, si c'est un bébé ou une personne âgée aussi, c'est important de le dire. D'accord? Et puis, dire si la victime est consciente ou si elle a une hémorragie. Alors, avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A. Et si la victime est consciente, aussi, réponse C. Question 16. Un contrôle anti-pollution doit être effectué périodiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être effectué par la police. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors en effet, il faut quand même vérifier périodiquement la pollution de votre véhicule, surtout quand elle vieillit. C'est là où il y a le plus de risques. Parce qu'un véhicule ne doit pas émettre de fumée ou de gaz toxiques, hein, corrosifs ou odorants même, hein, ça c'est interdit. La teneur des gaz d'échappement en monoxyde de carbone d'un moteur essence par exemple au ralenti ne doit pas dépasser pour les véhicules anciens 3,5%, d'accord, et pour les véhicules équipés d'un catalyseur, donc les nouveaux véhicules, ça ne doit pas dépasser 0,3%, d'accord. Sur les véhicules diesel, par contre, là, on va tester, c'est l'opacité des fumées qui est mesurée. Et ça, il y a aussi les forces de l'ordre qui peuvent à tout moment contrôler les gaz d'échappement d'un véhicule. Et ils peuvent même aussi vérifier le volume sonore à la sortie de votre pot d'échappement. Ils mettent tout simplement un appareil à la sortie qui va mesurer tout ça. D'accord? Et les garages, évidemment, la plupart sont équipés d'analyseurs de gaz aussi pour vérifier l'antipollution. Ça sera aussi vérifié au moment du contrôle technique. Donc, un contrôle anti-pollution doit être effectué périodiquement. Oui, réponse A. Peut être effectué par la police. Oui aussi, réponse C. Question 17. En quittant mon véhicule, je vérifie le bon serrage du frein de parking. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie que toutes les portes sont bien verrouillées. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, avant de descendre de ma voiture, je vérifie toujours qu'elle soit bien immobilisée, d'accord? Donc dans ce cas-là, je mets le frein de parking ou le frein à main, c'est l'autre terme, hein, d'accord? Donc je serre bien mon frein à main, le frein de parking, mais aussi sur les boîtes automatiques, donc il y a le petit bouton P pour faire frein de parking, d'accord, à enclencher. Sur une voiture à boîte manuelle, je peux même laisser, c'est conseillé, si vous êtes en pente, d'accord, si ça côte ou descente, hein, de laisser une vitesse d'enclencher la première ou la marche arrière. Ensuite, je dois aussi m'assurer que toutes les vitres sont totalement remontées et qu'aucun objet n'est visible à l'intérieur de la voiture. Ça, je vous le conseille fortement si vous voulez pas vous retrouver avec une vitre cassée parce que vous avez, par exemple, laissé votre téléphone dans la voiture. D'accord? Ou votre carte bancaire, encore pire. Et puis ensuite, je quitte le véhicule en verrouillant effectivement toutes les portes de la voiture. Donc, en quittant mon véhicule, je vérifie le bon serrage du frein de parking, que ce soit en boîte auto ou en boîte manuelle, ça sera oui. Donc, réponse A. Et je vérifie que toutes les portes sont bien verrouillées, oui aussi. Réponse A et C. Question 18. Mon temps de réaction peut varier en fonction de la météo, réponse A, de la vitesse de mon véhicule, réponse B, de mon état de fatigue, réponse C, de mon degré d'alcoolémie, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? C'est entre le moment où le conducteur a vu et le moment où il va agir, d'accord? Donc là, il met du temps pour agir. La durée moyenne, elle est à peu près évaluée à 1 seconde, d'accord? Mais ça peut atteindre des fois 2 secondes ou plus, hein, en fonction de votre vigilance, de l'état du conducteur, l'état physique du conducteur aussi, comme la fatigue, la distraction, parce que vous avez par exemple des passagers ou vous êtes à fond dans votre musique, de la radio, mais ça peut être aussi la prise d'alcool, de drogue, de médicaments aussi, d'accord? Donc là, ça ne va pas évoluer en fonction de la météo, ça n'a rien à voir, vous allez juste voir peut-être les choses plus tard, d'accord? La vitesse du véhicule, c'est pareil, ça ne changera rien. Donc c'est réponse C et D. Question 19. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Nous avons une première information qui nous dit que nous sommes sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central qui est ici, d'accord? Et la deuxième information, ce sont les panneaux bleus. Ça m'indique que je suis sur l'autoroute. Je vais rencontrer une bifurcation dans 3 km. Donc quand je suis sur l'autoroute, la vitesse maximale autorisée, en plus il fait beau, est de 130 km/h. Donc là c'était réponse D. Question 20, vidéo. Je dois laisser passer la camionnette blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc, qu'est-ce qui se passe là sur la vidéo? On est sur la voie de gauche, d'accord? Le feu était vert, on s'avance jusqu'au milieu, on laisse passer les véhicules qui sont en face, d'accord? Soit il n'y a plus de voiture et je commence à tourner, soit le feu va être rouge, et là, je vais pouvoir aussi tourner, d'accord? En vérifiant bien que l'autre en face ne grille pas le feu, bien évidemment. Donc là, j'attends. Ah, et d'un seul coup, on observe ça. La croix qui vient de s'allumer. Quand la croix comme ça vient de s'allumer, ça veut dire que le véhicule qui arrive en face a le feu rouge qui vient de s'allumer. Donc il va freiner et s'arrêter. Ce qui fait que moi, je n'ai pas du tout... est-ce que je dois laisser passer la camionnette blanche? Non, je n'ai pas à la laisser passer. C'est à moi de passer. Je suis prioritaire. Par contre, ça ne m'empêche pas de vérifier si le véhicule blanc va bien s'arrêter, d'accord? Donc moi, je m'engage, mais avec méfiance quand même. Donc je dois laisser passer la camionnette blanche? Non. Réponse B. Question 21. Dans cette situation, je dépasse. Réponse A. J'attends pour dépasser. Réponse B. Alors, le véhicule devant moi, c'est un camion poubelle. Vous avez vu, ils sont en train de décharger les ordures dans le camion. Ils sont tous les deux préoccupés par ce qu'ils font, mais ils restent sur la moitié de leur voie. Ensuite, j'ai une signalisation qui m'annonce que je vais avoir un passage à niveau. Et si je regarde un peu plus loin, on voit les barrières, mais on voit aussi que le feu clignote. Donc, il va y avoir un train qui va passer et les barrières vont se baisser. Ce qui fait que si moi j'ai l'intention de dépasser, parce que derrière on ne me dépasse pas, je peux donc m'écarter un peu, si j'ai l'intention de me dépasser, est-ce que j'aurai la place suffisante pour me rabattre vers l'avant? Ça c'est pas sûr. Donc dans ce cas-là, dans cette situation, j'attends pour dépasser. D'accord? Réponse B. Question 22. En général, il est conseillé de changer les balais d'essuie-glace 2 fois par an? Réponse A. 1 fois par an? Réponse B. Tous les 2 ans? Réponse C. En général, il est conseillé de changer les balais d'essuie-glace 1 fois par an, d'accord? Donc là, c'était réponse B. Après, vous serez peut-être dans un endroit où les conditions climatiques font que il faudra peut-être le faire plus souvent, d'accord? Mais en règle générale, c'est 1 fois par an. Réponse B. Question 23. 3 passagers prennent place à l'arrière de ma voiture. La place du milieu doit être occupée de préférence par le passager le plus petit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela permet d'avoir la meilleure visibilité possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand vous n'avez que 2 passagers à l'arrière, je vous conseille toujours de les mettre sur les extérieurs et personne au centre. Comme ça, vous avez une bonne visibilité dans votre rétroviseur pour voir ce qu'il se passe à l'arrière. Lorsque vous en avez 3, choisissez toujours de mettre la personne la plus petite au milieu aussi, toujours pour la même chose, c'est pour pouvoir voir ce qu'il se passe à l'arrière grâce à votre rétroviseur, d'accord? Donc la place du milieu doit être occupée de préférence par le passager le plus petit, oui, réponse A. Cela permet d'avoir la meilleure visibilité possible, oui, réponse C. Question 24. Je suis autorisé à conduire une voiture si mon champ visuel horizontal binoculaire est de 100 degrés, réponse A,
120 degrés, réponse B. 150 degrés, réponse C. 180 degrés, réponse D. Alors, le champ visuel, c'est la zone d'espace, la portion d'espace que voit un œil en regardant devant lui immobile. D'accord ? La vision binoculaire, elle, c'est la vision dans laquelle les deux yeux, là on parle des deux yeux, est utilisée en même temps. D'accord ? Le fait de voir avec les deux yeux, ça a un avantage quand même, c'est que ça donne un champ visuel plus large. Par exemple, un humain, au maximum, a un champ visuel de 180 degrés environ avec les deux yeux. Pour pouvoir conduire un véhicule automobile, mon champ visuel horizontal binoculaire doit être égal au minimum, ça c'est la loi, à 120 degrés. Donc là, c'était réponse B. Donc ce qui veut dire que c'est le minimum. Donc si moi j'ai une vision à 150 degrés, je peux aussi conduire, et 180 degrés, c'est impeccable, d'accord ? Mais le minimum, c'est 120 degrés. Mais là, ici, on ne vous demande pas si c'est le minimum. On vous demande, je suis autorisé à conduire une voiture si mon champ visuel est 2. Donc 120, c'est le minimum, donc réponse B. 150, c'est toujours OK. 180 degrés, c'est bon aussi. Donc B, C et D. Question 25. L'autopartage nécessite d'avoir le permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet d'utiliser des voitures en libre service. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors l'autopartage, qui se développe pas mal d'ailleurs dans les grandes villes, moyennant un abonnement d'ailleurs, vous devez prendre un abonnement, vous pouvez disposer d'un véhicule en libre service, d'accord, pour des petits trajets. C'est comme une location de voiture, mais de courte durée, d'accord ? Mais avant de pouvoir effectuer votre adhésion et réserver sur Internet, vous devez évidemment être en possession de votre permis B, d'accord ? Voilà, donc la réponse, c'était A et C. Question 26. Il est conseillé d'avoir un gilet haute visibilité par place assise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, un conducteur doit posséder obligatoirement un gilet haute visibilité. Ça peut être jaune ou orange, mais surtout avec des bandes réfléchissantes qui sont ici. Donc, c'est obligatoire pour le conducteur. Après, il est quand même conseillé, même si c'est pas obligatoire, d'avoir un gilet par place assise, d'accord ? Ça sera pour leur sécurité aussi, c'est quand même mieux. Donc là, c'était réponse A. Question 27. Il est important de déneiger le toit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors la neige qui est au-dessus là, si vous l'enlevez pas, quand vous allez rouler, l'habitacle va se réchauffer et donc la surface de la neige qui est en contact avec l'habitacle risque de fondre. Ce qui fait que soit ça peut glisser un peu vers l'avant et donc vous recouvrir complètement le pare-brise avant et là c'est très dangereux, vous ne verrez rien. Soit ça va fondre et ça va être avec la vitesse propulsé vers l'arrière et c'est le véhicule qui conduit derrière qui va tout se prendre. Ça peut même casser un pare-brise. Donc il est important de déneiger le toit. Oui, réponse A. Question 28. Alors n'oubliez pas, pour récompenser mon travail, soyez sympa, un petit like et abonnez-vous.
La nuit, lors des croisements, je m'oblige à diriger le regard vers la zone A. Réponse A. B. Réponse B. Alors si je suis ébloui par les véhicules qui arrivent en face, d'accord, surtout s'ils mettent les feux de route, dans ce cas-là, moi je ralentis pour pouvoir déjà avoir le temps de percevoir ce qui se passe vers l'avant, d'accord, mais surtout je tourne mon regard à peu près dans cette zone-là, vers le bord droit de la chaussée, mais pas ici, parce que là j'aurai pas le temps de voir. On essaye de regarder le bord droit le plus loin possible, mais pas trop loin non plus pour pas être trop ébloui, d'accord. Donc là, c'était zone B, donc réponse B. Question 29. Derrière ce véhicule, je risque de trouver des ouvriers, oui, réponse A, non, réponse B, des piétons, oui, réponse C, non, réponse D. Donc là, la signalisation m'indique que j'ai des travaux. Le véhicule est arrêté, on voit bien, avec un ouvrier qui est sur le devant, mais c'est pas parce qu'il y en a un là qu'il n'y en aura pas d'autres non plus un peu plus loin. Donc derrière ce véhicule, je peux très bien trouver des ouvriers ou même des piétons qui sortent là des entreprises qui sont ici et là, qui veulent traverser, ou des cyclistes ou d'autres voitures qui peuvent déboucher des stationnements qui sont sur les côtés. D'accord ? Donc derrière ce véhicule, je risque de trouver des ouvriers, oui, réponse A, des piétons, oui, réponse C, donc A et C. Question 30. Mon angle de vision à l'arrêt est d'environ 80 degrés, réponse A, 180 degrés, réponse B. Mon angle de vision à 130 km/h est d'environ 60 degrés, réponse C, 120 degrés, réponse D. Alors, à l'arrêt, la largeur d'un champ de vision est de 180 degrés, d'accord ? Alors, la largeur, elle se rétrécit, plus vous allez aller vite, plus ça va se rétrécir. Donc, pour exemple, à 30 km/h, mon angle de vision, il est plus que de 120 degrés. Ensuite, à 80 km/h, il est plus que à 60 degrés. À 100 km/h, il est à 45 degrés. Et enfin, quand je suis à 130 km/h, mon angle de vision réduit à 30 degrés. Ça, c'était pour répondre aux questions qu'on me pose sous les commentaires. Il y en a qui m'ont demandé, donc voilà, je vous donne un peu plus d'informations. De ce fait, certains indices vont progressivement échapper au conducteur au fur et à mesure que vous allez rouler de plus en plus vite. Donc il va falloir que votre œil soit de plus en plus mobile pour compenser ça. Donc mon angle de vision à l'arrêt est d'environ 180 degrés, réponse B, et à 30 km/h, il est d'environ 120 degrés, d'accord, réponse D. Question 31. Ce constat amiable est utilisable dans les pays de l'Union européenne. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, c'est bien un constat européen, donc il est valable dans toute l'Europe, d'accord ? Donc, quand vous serez à l'étranger, vous aurez exactement les mêmes choses au même endroit, la case numéro 12, et il y aura les mêmes choses écrites, mais dans l'autre langue.
C'est pourquoi je vous conseille toujours, si vous allez à l'étranger, d'emporter avec vous un constat français. Comme ça vous permettra, pour cocher les cases et rayer là, les lignes, de savoir ce que l'autre a mis, même si vous ne comprenez rien dans leur langue, vous savez ce qu'il a écrit, d'accord? Et vous, ça vous permettra de cocher aussi les bonnes cases, d'accord? Donc emportez toujours un constat français avec vous. Donc là, c'était réponse A. Question 32. Pour être en règle, il faut laisser la plaque visible, oui, réponse A, non, réponse B. Les feux visibles, oui, réponse C, non, réponse D. Donc un vélo, comme ça, fixé à l'arrière, hein, ne doit en aucun cas cacher les feux. Les feux, les clignotants, les feux stop, parce que le véhicule qui est derrière, dans ce cas-là, il ne connaîtra pas notre intention, ou il ne verra pas que je freine, et il risque d'être surpris, d'accord? Donc c'est dangereux. Et je dois aussi laisser la plaque visible pour les forces de l'ordre. Donc là, pour être en règle, il faut laisser la plaque visible, oui, réponse A, les feux visibles, oui, réponse C. Question 33. Je roule depuis plus de 2 heures. J'attends les premiers signes pour m'arrêter. Réponse A. Je fais une pause dès que possible. Réponse B. Alors la fatigue, c'est un facteur important d'accident, d'accord? C'est souvent sous-estimé. Il faut savoir qu'on peut avoir des phases de micro-sommeil. Alors les micro-sommeils, c'est des microsecondes où on ferme les yeux et on ne s'en rend même pas compte, d'accord? Ils avaient d'ailleurs fait des tests là-dessus. Ils avaient mis des personnes sur des simulateurs de conduite pendant plusieurs heures et ils leur ont demandé si les gens s'étaient endormis. Et ils disaient que non. Et quand on repassait la vidéo, on voyait bien que les gens fermaient les yeux des microsecondes et ils ne s'en rendaient même pas compte. Voilà, alors ça c'était la petite info. Donc évidemment, je roule depuis plus de 2 heures, et bien je fais une pause dès que possible. Donc réponse B. Question 34. Sur le plat, je stationne sans le frein de parquage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le frein de parquage, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le frein à main, d'accord? C'est la même chose. Donc, est-ce qu'on le met si on est sur le plat? On pourrait se dire que non. Mais le problème, c'est que s'il y a un autre véhicule qui vous rentre dedans, ma voiture, elle va être propulsée, d'accord? Et elle risque d'être propulsée contre un obstacle, ou même, par exemple, un piéton. Donc, il faut mettre votre frein à main obligatoirement. Donc, sur le plat, je stationne sans le frein à main sans le frein à main, sans le frein de parquage. Non, réponse B. Question 35. Je dépasse le poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau annonce un rétrécissement de voie. Donc vous avez vu, on est sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central. On le voit très bien dans le rétroviseur et on le voit bien aussi sur l'avant. D'accord. Et ce rétrécissement a lieu dans 600 mètres. Donc on pourrait se dire que j'ai le temps d'effectuer avec mes 250 mètres le dépassement. Le problème, c'est que ce véhicule-là, il va peut-être anticiper aussi.
il va se dire « Oh, il va falloir que je change de voie, donc je vais commencer à faire les démarches pour pouvoir être tranquille et être sûr de pouvoir changer de voie en temps et en heure. » Donc là, c'est quand même plus sage de le laisser s'écarter lui et de moi rester derrière. Donc est-ce que je dépasse le poids lourd? Non. Réponse B. Question 36. Cette étiquette présente dans toutes les voitures donne des indications sur l'installation de la roue de secours, réponse A, la pression des pneus, réponse B, le chargement du coffre, réponse C. Donc en règle générale, cette étiquette elle est placée sur le montant de la portière, d'accord, ou à l'intérieur. Elle informe seulement sur la pression à effectuer en fonction du chargement de votre véhicule. Donc là, c'était réponse B. Cette étiquette présente est dans la voiture pour la pression des pneus. Question 37. Je facilite le passage de l'ambulance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette ambulance, elle est en mission urgente parce qu'on le voit avec ces avertisseurs-là. D'accord? Donc là, c'est bien de lui faciliter le passage dans cette situation. Donc moi, je vais ralentir, je vais mettre mon clignotant à droite pour l'informer que j'ai l'intention de la laisser passer et je vais serrer le bord droit puisque j'ai la possibilité de le faire. Donc je facilite le passage de l'ambulance. Oui, réponse A. Question 38. Quel est le meilleur comportement? Je reste dans cette voie, réponse A. Je change de voie, réponse B. Alors nous sommes sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Et là, ici, on voit une voie d'insertion. Donc la voiture est en train d'accélérer pour pouvoir s'insérer entre les voitures un peu plus loin. Si moi, je reste dans cette voie, je risque de me retrouver dans son angle mort. Je suis pas loin d'être dans son angle mort. Et à peu près dans cette zone-là, je serai dans son angle mort. D'accord? Comme dans mon rétroviseur, il n'y a personne dans la voie de gauche, je peux, moi, m'écarter un petit peu. Évidemment, je vérifierai mon angle mort aussi avant, hein, mais je vais pouvoir m'écarter et prendre la voie de gauche pour lui faciliter son insertion. D'accord? Dès que je peux faciliter l'insertion des autres, je n'hésite pas. Donc, quel est le meilleur comportement? Je change de voie. Réponse B. Question 39. La pollution est constituée de gaz carbonique? Oui, réponse A. Non, réponse B. De particules métalliques? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, toutes les voitures polluent, mais pas de la même manière. Les petites cylindrées polluent un petit peu moins que les gros cylindrées. Et qu'est-ce qu'elles projettent? Eh ben, elles émettent du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, mais aussi, il y aura aussi des particules, des petites particules métalliques. Donc, c'est réponse A et C. Question 40. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de route. Réponse A, en feu de croisement. Réponse B, en feu diurne seulement. Réponse C.
Là, je suis en agglomération, on voit les maisons, d'accord, et il y a de l'éclairage. Donc de nuit, en agglomération, j'ai le droit, en agglomération éclairée, hein, j'insiste bien là-dessus, donc de nuit en agglomération éclairée, j'ai le droit d'utiliser les feux de position uniquement, c'est possible, d'accord, mais aussi mes feux de croisement, d'accord. Les feux de route, je ne peux pas les utiliser parce que c'est éclairé justement. Comme il y a de l'éclairage, parce qu'il n'y avait personne en face, ça aurait été possible, mais comme il y a d'éclairage, je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. D'accord? Donc pour l'instant, j'ai le droit à la baie. Ensuite, les feux diurnes, qu'est-ce que c'est? Ça s'allume automatiquement sur les nouvelles voitures quand vous mettez en route votre moteur. C'est pour pouvoir être plus visible le jour, d'accord? Donc c'est pas là, ce n'est pas une utilisation pour la nuit. Donc c'était réponse B. Donc si vous avez apprécié mon explication, eh ben, la meilleure façon de me remercier, c'est de liker la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner parce qu'il y aura plein d'autres vidéos.